Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Un jour, elle a tout arrêté. Pas de scandale, pas de burn-out, pas de contrat rompu sous la colère. Juste une décision radicale, prise dans le silence. À l'apogée de sa carrière, alors que Chanel et Lanvin continuaient de lui dérouler le tapis rouge, Mélodie Monrose a choisi de disparaître doucement, préférant les couchers de soleil des Caraïbes aux flashs frénétiques des backstage parisiens. Certains l'ont appelée ingrate, d'autres irresponsable. Golden Lulu. I got it in brown suede. Mais elle a simplement dit « Je refuse de vendre ma vie pour marcher ». Une phrase glaciale posée comme une claque à l'industrie. Qui était-elle pour parler ainsi? Et surtout, comment une fille née sur une île minuscule a-t-elle conquis les podiums les plus prestigieux du monde pour ensuite tourner le dos à tout ça sans jamais regarder derrière? Derrière ses traits de déesse créole et son regard discret, Mélodie cachait une vérité bien plus puissante que n'importe quelle couverture de Vogue. Le refus absolu de sacrifier sa liberté. Aujourd'hui, peu de gens savent où elle est. Mais ceux qui l'ont vue marcher se souviennent d'une chose. Elle n'a jamais appartenu au système. Elle n'était pas là pour plaire, mais pour exister. Et c'est précisément pour ça qu'on ne l'a jamais oubliée. Mélodie est née à Cayenne, en Guyane française, mais c'est à Fort-de-France, en Martinique, qu'elle a grandi, bercée par les alizés, les histoires de femmes fortes et les rythmes de zouk que sa grand-mère passait à la radio. Son enfance n'a rien eu des contes de fées urbains. Pas de ruelles pavées, pas de vitrines de luxe, juste des rues vibrantes de couleurs, des marchés aux épices et une maison modeste où l'on apprenait tôt à ne compter que sur soi. Elle était l'aînée d'une fratrie de 3. Sa mère, infirmière de nuit, tenait la famille à bout de bras, pendant que son père, chauffeur de bus, sillonnait les routes de l'île pour amener quelques billets à la fin du mois. Ce n'était pas une famille dans le besoin, mais une famille où chaque centime comptait. Mélodie, très tôt, a compris qu'elle ne serait jamais une enfant comme les autres. Elle observait tout, parlait peu, mais retenait les silences, les regards, les non-dits. On disait d'elle qu'elle était trop sérieuse pour son âge, mais c'est qu'elle portait déjà le poids des attentes, sans même que personne ne lui ait demandé. À l'école, sa beauté dérangeait. Trop grande, trop mince, trop noire aussi pour certains. Les moqueries ne venaient pas seulement des enfants, mais parfois même des adultes. Cette fille a l'air de venir d'un autre monde. Et peut-être que c'était vrai, car même si elle n'en parlait jamais, Mélodie rêvait. Pas de Strass ni de Manhattan, non. Elle rêvait d'espace, de silence, de pouvoir respirer sans qu'on lui impose un moule. Le monde qui l'entourait lui semblait être petit, trop codé, trop rigide. Elle voulait disparaître dans les palmiers, lire au bord de la mer ou écrire dans des cahiers secrets qu'elle gardait sous son oreiller. Mais ce besoin de fuite n'était pas une rébellion, c'était une survie douce. Car à la maison, malgré l'amour, les tensions montaient souvent. Factures impayées, horaires inversés, fatigue accumulée. La mère de Mélodie rêvait pour ses enfants d'un avenir stable, fonction publique, bac pro, petit appartement bien tenu. Et pourtant, Mélodie avait déjà cette lumière qui clignotait au fond des yeux, ce refus tranquille d'un destin tracé. Elle ne savait pas encore où elle allait, mais elle savait ce qu'elle ne voulait pas devenir. Ce sentiment d'étrangeté, de ne jamais complètement coller au décor, la poursuivra longtemps. Il deviendra même sa marque de fabrique, car c'est précisément cette manière d'habiter le monde sans bruit, de traverser les regards sans chercher à les séduire, qui fera d'elle une énigme sur les podiums. Mais à cette époque, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, la fille qui aidait sa mère à replier les draps en rêvant de silence allait devenir la muse silencieuse des plus grands créateurs de mode de Paris à New York. C'était un été comme tant d'autres en Martinique. Les plages étaient bondées, le soleil impitoyable et les marchands ambulants proposaient des glaces fondantes sur le port. Mélodie avait 18 ans, un âge entre deux mondes, trop grande pour rêver encore, mais pas assez armée pour s'insérer dans les cases offertes. Elle venait de terminer son bac, sans éclat ni drame, et passait le plus clair de ses journées à aider sa mère ou à flâner avec son carnet de croquis. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire de sa vie. Ce jour-là, elle accompagnait sa cousine à un petit défilé local, organisé par une boutique de vêtements à Fort-de-France. Rien de prestigieux, juste un événement de quartier pour présenter la collection d'été. Mélodie ne devait être qu'une spectatrice. Mais une absence de dernière minute bouleversa les plans. On la poussa gentiment vers les coulisses. « T'es grande, t'es belle, allez, essaye !» Elle refusa d'abord. Puis, cédant à l'insistance moqueuse de sa cousine, elle enfila une robe en lin blanc et monta sur scène. Elle ne souriait pas, ne cherchait pas l'objectif,
Mais sa démarche naturelle, sa distance presque poétique, captèrent l'attention d'une photographe invitée par hasard à l'événement. Elle s'appelait Anne Lemoine, française de passage, installée à Paris, venue en vacances voir sa sœur. Ce n'était pas une chasseuse de talent ni une agente. Mais elle avait l'œil et surtout un carnet d'adresses. Quelques jours plus tard, elle retrouva Mélodie dans un petit café et lui posa la question qui allait tout changer. « As-tu déjà pensé à partir ?» Mélodie haussa les épaules. « Partir ? Pour aller où ? Faire quoi ?» Mais la graine était semée. Le véritable tournant arriva 2 mois plus tard. À la surprise de tous, Mélodie accepta de se rendre à Paris, hébergée temporairement chez une connaissance d'Anne. Elle n'avait jamais quitté l'île, jamais pris l'avion. Ce fut un choc. Le froid, la langue crue des Parisiens, les immeubles gris. Elle se sentit invisible. Mais paradoxalement, c'est dans cette invisibilité qu'elle se sentit enfin libre. Le premier casting fut un désastre. Elle ne savait pas poser, ne comprenait pas les codes. Un booker lui lança « Trop timide. Et ce regard fermé, ce n'est pas vendeur. » Mais une styliste présente insista. « Gardez-la. Elle n'essaye pas de séduire. Et c'est justement ça qui est rare. » Quelques semaines plus tard, Mélodie signait avec une agence parisienne de second plan. Rien de flamboyant, mais assez pour commencer à apprendre. Sa première séance photo professionnelle eut lieu dans un studio froid du 11e arrondissement. La maquilleuse lui demanda de sourire, mais elle ne sut comment. Le photographe finit par lui dire « Ne fais rien, regarde-moi juste comme tu regardes la mer. » Et l'image, silencieuse, magnétique, fit le tour d'un petit réseau. Très vite, le murmure circula. Une nouvelle fille, venue de nulle part, au regard d'absente. Mais tout cela, Mélodie ne l'avait jamais prévu. Elle n'avait jamais voulu devenir mannequin. C'était un accident poétique. Et au fond d'elle, un conflit naissait déjà. Pouvait-elle appartenir à un monde aussi bruyant, alors qu'elle avait toujours préféré les marges ? Lorsqu'elle appela sa mère pour lui annoncer son premier contrat, celle-ci répondit simplement « Tant que tu restes toi-même », c'est une phrase que Mélodie ne cessera jamais de se répéter, et que peut-être elle décidera d'honorer au prix fort bien plus tard. La première fois que Mélodie marcha pour Chanel, c'était au Grand Palais, sous une verrière baignée de lumière bleue. La scénographie imitait une plage, sable artificiel, bruit des vagues en fond sonore et mannequin pieds nus. Mélodie ouvrait le passage entre 2 colonnes, elle portait un tailleur en tweed revisité, les bras croisés derrière le dos, le regard lointain. Le silence dans la salle était presque religieux. Pas un sourire, pas une provocation, juste une présence. Karl Lagerfeld, connu pour son exigence et son œil intraitable, ne tarissait pas d'éloges sur cette fille venue d'ailleurs. Il aimait son mystère, son absence d'effort, cette manière d'imposer une aura sans chercher à la vendre. Il disait souvent « Elle ne défile pas, elle traverse ». C'est ainsi que Mélodie devint l'énigme favorite des créateurs. Après Chanel, vinrent Lanvin, Jean-Paul Gaultier, Hermès, et même des campagnes exclusives à New York pour DKNY ou Calvin Klein. Mais contrairement à d'autres tops de sa génération, elle ne saturait jamais les médias. Pas d'Instagram rempli, pas de paparazzi. Elle refusait les interviews promotionnelles, les soirées sponsorisées, les couvertures tapageuses. Ce n'était pas qu'elle méprisait le système, c'est juste qu'elle refusait de s'y noyer. Dans les backstage, elle s'isolait. Elle lisait pendant les longues heures de maquillage. Elle ne parlait que si on lui parlait. Les maquilleurs disaient d'elle « Elle a la peau d'un secret ». Les coiffeurs murmuraient « Même ses cheveux ont l'air de fuir les projecteurs ». Et pourtant, sur le podium, elle captait la lumière comme personne. Sa démarche était unique, droite sans raideur, souple sans mollesse. Elle ne dansait pas, elle glissait. À Milan, on la surnommait la comète créole. À Londres, une styliste raconta qu'en l'habillant, elle avait eu l'impression de préparer une mariée venue d'un autre siècle. Une photo, prise par Mario Sorrenti pour une campagne de parfumerie, devint culte. Mélodie, de dos, cheveux mouillés, regard vers l'horizon. Aucun logo, aucune pose. Juste elle. L'image fut utilisée dans des dizaines de magazines. Elle devenait muse sans jamais poser pour être muse. Mais plus Mélodie montait, plus son absence de volonté de monter interrogeait. Les agences voulaient la propulser au rang d'égérie globale. Elle refusait. Elle sélectionnait elle-même les castings. Parfois, elle disait non à des contrats 6 chiffres, préférant rentrer en Martinique pour l'anniversaire de sa mère. Dans un monde où chaque défilé raté peut coûter une place au sommet, elle devint l'exception vivante. On parlait d'elle comme d'un phénomène météorologique, imprévisible, rare, sublime.
Elle apparaissait là où on ne l'attendait pas et disparaissait aussitôt le rideau tombé. Sa plus grande force était peut-être là, n'avoir jamais eu besoin d'être partout pour être inoubliable. Les jeunes mannequins la regardaient comme une étoile difficile à suivre. Les directeurs de casting n'osaient jamais la presser. Elle ne participait pas à la compétition. Elle flottait au-dessus, comme si la gloire ne l'avait jamais effleurée. Ou pire, comme si elle s'en moquait. Dans un monde où chaque apparition est scrutée, chaque absence questionnée, Mélodie Monrose faisait le contraire de ce qu'on attendait d'elle. Au moment où les autres se battaient pour un siège en front row, elle prenait un billet retour pour Fort-de-France. Quand ses agences lui envoyaient 5 options de campagne à 6 chiffres, elle choisissait de ne pas répondre. Ce n'était pas une rébellion bruyante, c'était un retrait calme, mais d'autant plus déstabilisant. Elle n'a jamais crié sa différence, elle l'a vécue, en silence. Un jour, un directeur artistique lui demanda pourquoi elle refusait systématiquement les interviews. Elle répondit, sans arrogance, « Je ne suis pas une vitrine, je ne suis pas à vendre ». Cette phrase, devenue culte dans un certain milieu, fut reprise et détournée dans plusieurs blogs de mode. Certains y voyaient de l'élitisme, mais ceux qui la connaissaient savaient. Elle voulait protéger ce qui lui restait d'intime. La déclaration qui marqua le plus les esprits fut publiée dans un rare entretien pour une revue indépendante. « Je refuse de vendre ma vie pour marcher ». Une phrase simple, mais qui sonnait comme un uppercut dans une industrie obsédée par la visibilité. Et elle l'appliquait, littéralement. Plusieurs fois, elle quitta des défilés la veille du show, préférant rentrer chez elle car sa mère était tombée malade ou parce qu'elle se sentait trop exposée. Une styliste se souvient l'avoir vue pleurer en cabine après qu'un assistant maquilleur ait voulu la forcer à porter des lentilles bleues. « Je ne vais pas changer mes yeux pour ce métier ». Elle partit, sans défiler. Elle refusa également un contrat d'ambassadrice pour une marque de cosmétiques de luxe, parce que selon elle, la campagne véhiculait des stéréotypes exotiques sur les femmes noires. On lui promit de réajuster la narration. Elle déclina poliment, sans jamais revenir. Mais son insoumission allait plus loin que les choix de carrière. Elle refusait aussi les rythmes de vie imposés. Pas de régime draconien, pas de coach personnel, pas de mise en scène de sa vie privée. Lorsqu'une agence lui proposa de créer un compte Instagram géré par un community manager, elle répondit par une lettre manuscrite. « Je préfère être oubliée que déformée ». Ses choix n'ont pas été sans conséquences. Certains magazines ont arrêté de la booker, jugeant qu'elle était trop compliquée. D'autres professionnels murmuraient qu'elle n'était pas assez engagée. Entendez, pas assez malléable. Mais dans les coulisses, beaucoup l'admiraient en secret. Une maquilleuse confia. Elle a dit non à tout ce que l'on n'ose même pas contester. Ce rejet tranquille des normes fit d'elle une figure à part. Elle devait une référence, presque une légende urbaine dans certains studios. La fille qui dit non au défilé de fin de Fashion Week pour rentrer cuisiner avec sa grand-mère. Mais plus encore que ses refus, c'est sa cohérence qui impressionnait. Mélodie n'a jamais varié, jamais flanché, jamais cédé à l'euphorie du pouvoir. Elle a préféré garder son mystère. Et ce mystère, dans un monde saturé de bruit, vaut plus que toutes les campagnes de publicité. Ce n'est pas un scandale qui l'a fait disparaître. Ni une overdose, ni une rupture douloureuse, ni une chute en direct sur un podium. Rien de spectaculaire. Juste une série de non-dits, de silences prolongés, de messages sans réponse. Un jour, elle n'était plus là. La dernière apparition publique de Mélodie remonte à une campagne pour une marque éthique de prêt-à-porter tournée dans un village isolé du Maroc. Elle y portait des vêtements en lin brut, pieds nus, les cheveux détachés. Les clichés avaient été salués pour leur sobriété, leur force douce. Certains pensaient qu'elle préparait un retour en grâce, une réinvention. Mais ce fut tout le contraire. À peine les photos publiées, elle désactiva son compte email professionnel. Son agence reçut une lettre manuscrite, encore une fois, dans laquelle elle remerciait pour les années de beauté, mais aussi de fatigue. Aucune autre explication. Les premières semaines, les rumeurs allaient bon train. Elle était en dépression, elle avait été humiliée en privé, elle était enceinte, elle avait tout quitté pour un moine tibétain. Rien de tout cela n'était vérifié. Et c'est justement ce silence qui déstabilisait une industrie avide de récits prêts à consommer. Un article publié dans Le Monde tenta de reconstituer les mois précédents. Absence lors de la Fashion Week de Paris, refus d'une campagne chez Balmain, disparition soudaine d'une résidence parisienne. L'article évoquait une fatigue systémique, mais ce mot restait vague. En vérité, personne ne savait vraiment. Mélodie n'a jamais pris la parole. Elle n'a jamais publié de texte de rupture, ni de lettre ouverte sur les réseaux.
Elle n'a pas appelé à changer l'industrie. Elle s'est juste retirée, comme on éteint la lumière dans une pièce qu'on n'habite plus. Une ancienne styliste confie anonymement « Elle n'a pas fui, elle est juste partie là où le rythme est humain ». Une autre, plus acerbe, osa dire « Elle n'avait pas la résistance, c'est un métier de guerre ». Mais pour ses rares amis proches, le mot juste n'était pas « faiblesse », c'était « protection ». Il se murmure qu'elle vit aujourd'hui entre la Martinique et la Dominique, qu'elle cultive des plantes médicinales, qu'elle donne des cours d'écriture à de jeunes filles. Aucune photo n'a été publiée depuis plus de 3 ans. Même ses proches refusent de dire plus. Une seule trace, comme un souffle laissé sur Internet, une citation partagée anonymement dans un forum privé de mannequins. « J'ai donné mon visage, mais je ne donnerai pas mon âme. » Et c'est peut-être cela la véritable rupture. Ne pas monétiser sa sortie, ne pas faire de sa disparition un produit narratif, ne pas céder au besoin de se justifier. Aujourd'hui encore, lorsqu'un casting évoque son nom, les jeunes mannequins écoutent. Certaines ne l'ont jamais vue défiler, mais connaissent son aura. Elle est devenue une légende silencieuse, une ombre douce planant au-dessus d'un monde où tout s'accélère. Mélodie n'a pas quitté le monde de la mode, elle lui a rendu sa liberté. Elle n'a jamais crié, jamais revendiqué, jamais milité. Et pourtant, sans slogan ni tribune, Mélodie Montrose a posé un geste radical, celui de s'effacer. Dans une époque où chaque minute d'existence est scrutée, postée, marchandée, elle a préféré le hors-champ. Elle n'a pas renversé l'industrie de la mode, elle ne s'est pas battue contre elle. Elle lui a simplement montré une autre voie, plus rare, plus rugueuse, celle de dire non. Non à la cadence, non à l'exposition permanente, non à l'abandon de soi. Et c'est là peut-être que réside son véritable legs, pas dans les photos, même sublimes, pas dans les défilés, même historiques, mais dans ce refus, ce choix nu, sans phare. Un acte d'insoumission intime qui résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Des jeunes modèles venus de banlieues, d'îles, d'ailleurs, évoquent encore son nom dans les coulisses. Elle a disparu ? Demande-t-on ? Non, elle a choisi, elle s'est choisie. Et ce choix, dans cette industrie, est une forme de révolution. Alors la question reste ouverte, et si Mélodie Montrose n'était pas une étoile filante, mais une boussole ?